Voici la carte militaire du 8 septembre 2025 et comme d'habitude on va parler des frappes générales. Tout d'abord on a l'Ukraine qui a été assaillie de moult drones et missiles russes. On atteint encore de nouveaux records, il y en a quasiment toutes les semaines. La Kiev dit avoir été attaquée par 810 drones et 13 missiles. Kiev précise qu'une partie de ces drones étaient des Géranium 2 leurre et le reste de véritables Géranium 2. Une grosse partie de ces Géranium 2 avait aussi un moteur à réaction, ce qui change des anciens Géranium 2 à hélice. Tout ça, c'est ce que dit Kiev et c'est l'excuse qu'il donne afin d'expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à arrêter tous les drones. Cela dit, Kiev prétend avoir arrêté 747 drones sur les 810, qui est vraiment un chiffre fabuleux d'arrêt, qui est évidemment complètement ridicule et inventé. Mais bon, en gros, ils en auraient arrêté beaucoup. Alors le fait qu'ils en aient arrêté beaucoup, d'un autre côté, ça veut dire que les Russes ont atteint leur objectif, puisque les Russes ont noyé l'Ukraine et particulièrement Kiev sous les drones pour épuiser complètement les systèmes antiaériens. Et si Kiev disait la vérité, c'est-à-dire avoir arrêté 747 drones et 4 missiles sur les 13 envoyés, eh bien ça veut dire que effectivement ils auront complètement épuisé leur système antiaérien. Et d'ailleurs, pour preuve, on a Kiev qui a été vraiment attaqué, vraiment touché cette fois, beaucoup plus que d'habitude. Et un bâtiment important administratif du gouvernement en plein centre de Kiev a été fortement touché, mais pas complètement détruit, étant donné que d'après les journalistes qui sont sur place, je l'ai entendu sur France 24, c'était la zone très précisément de toute l'Ukraine la mieux protégée en système antiaérien. Donc le fait même donc que ce bâtiment gouvernemental extrêmement important ait pu être en partie détruit prouve qu'il n'y a plus de système antiaérien à Kiev et donc que la manœuvre russe a fonctionné, c'est-à-dire d'épuiser les systèmes antiaériens. Alors évidemment, c'est Kiev qui a été très touché, mais pas que. On a aussi Kharkov qui a été très touché par cette attaque de drones et de missiles. On a Zaporojye et Kryvyi qui a été beaucoup touché. Dnipro aussi, sauf qu'en plus, à Dnipro, ici, il y a eu une usine militaire d'abrasifs pour tout ce qui est principalement matériel militaire ou d'industrie lourde qui a été complètement détruit. C'était une très grosse usine qui ne fabriquait pas que des abrasifs spécifiques, mais bien d'autres choses très utiles, principalement pour l'industrie lourde et les militaires. Donc là, c'est une perte vraiment importante militaire cette fois, entre autres choses, hein. En plus, évidemment, des fortes frappes de drones et de missiles un peu partout en Ukraine. Alors, les dégâts humains ont été de 4 morts et de 44 blessés d'après Kiev au moment où je tourne la vidéo. Donc 4 morts et 44 blessés. Proportionnellement, ça fait en réalité très peu de dégâts collatéraux. Donc concernant les frappes russes, eh bien, on a aussi dans la région de Poltava un pont exactement dans le département de Kremenchuk qui a été frappé. C'est ce pont-ci. Donc c'était un pont de logistique très important pour l'Ukraine. Et donc ce pont a été détruit. J'ai vu les images, ça a fait un gros boom. Et d'après Kiev, c'est un Géranium 2 qui s'est occupé de ce pont. Par contre, bon, il y a un gros boom, c'est impressionnant, mais
détruire un pont est très difficile. Bon, cela dit, c'est un pont en acier et non pas en pierre ou en béton, donc c'est beaucoup moins résistant, hein, bien entendu, mais quand même, je ne crois pas, ça m'étonnerait qu'un seul drone ait pu détruire même une partie de ce pont. Encore une fois, un pont en acier, c'est quand même très résistant. Enfin bref, voilà, en tous les cas, ça va empêcher la circulation un certain temps concernant ce département de Kremetchuk dans la région de Poltava. Alors, autre chose, on a cette fois une attaque ukrainienne sur la ville portuaire de Sévastopol et on a deux radars qui ont été détruits. Alors, c'est deux radars fixes qui ont été détruits, j'ai vu les vidéos. Alors, on voit pas les radars détruits, mais on voit les drones aller sur le radar. Donc, on peut vraisemblablement supposer que si le radar n'est pas complètement détruit, eh bien au moins une partie du radar est détruite, parce que ce sont de gros radars de surveillance maritime et de surveillance aérienne exactement. On peut supposer que les deux radars ont été détruits, donc là les Ukrainiens ont assez bien joué, et on peut noter encore une fois une faiblesse russe qui n'a pas su protéger cette région-là, ou alors, exactement comme les Russes ont fait sur Kiev, qui était pourtant la zone la mieux protégée de Kiev, il est aussi possible que, justement pour être sûr de toucher ces radars, Kiev ait envoyé moult drones pour faire la même chose que les Russes, c'est-à-dire épuiser le système antiaérien pour ensuite être sûr de détruire quelque chose avec le reste des drones. Évidemment, ce n'est que mon humble avis, mais je suppose que ça doit être ça. Ou alors, c'est une faute des Russes qui n'ont pas mis de système antiaérien adéquat autour de Sévastopol. Mais ça m'étonnerait quand même, c'est quand même la zone de Sévastopol, c'est la zone la mieux protégée de Crimée. Voilà. Bon, en tous les cas, faute des Russes ou attaque massive de drones ukrainiens, peu importe, le résultat est là, et là les Ukrainiens ont fait un bon coup en Crimée. Alors un dernier mot concernant les frappes ukrainiennes, à noter que vous vous souvenez, les 2 dernières semaines, je vous avais parlé des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes qui étaient à peu près dans cette zone-là, et ça avait eu un effet puisque à un moment donné, les Russes ont manqué d'essence, ils ont dû restreindre un peu l'exportation d'essence, et je dis bien d'essence pour les voitures, afin que au niveau domestique, il n'y ait vraiment aucun problème. Bon, il faut savoir que l'État russe a d'énormes réserves d'essence, et donc, mais pour éviter de taper dans ces réserves d'essence, ils ont décidé de restreindre. Donc ça avait eu un effet quand même négatif sur l'essence russe, bien concret. Et malgré que les Russes aient quand même rapidement réparé leur raffinerie, le problème c'est que Kiev ne cesse de frapper les raffineries, et des rapports venant du gouvernement de Kiev ont montré que le gouvernement ukrainien, voyant que ça marchait quand même assez bien de frapper les raffineries, ont décidé de frapper encore plus massivement les raffineries russes. Et donc ça s'est su, et Vladimir Poutine a pris la parole et a averti Kiev que si l'Ukraine continuait à frapper de manière assez massive les raffineries russes, la Russie n'hésiterait pas à frapper l'ouest de l'Ukraine, les infrastructures énergétiques ukrainiennes qui avaient été pour l'instant relativement épargnées, dans le sens pas complètement détruites. Et Vladimir Poutine a prévenu que si Kiev continue à frapper les raffineries russes de manière importante, eh bien la Russie enlèverait les gants et frapperait de manière cette fois complètement destructrice l'ouest de l'Ukraine, et sans retenue cette fois. Alors est-ce que Kiev a retenu les paroles de Vladimir Poutine? Nous verrons bien. Bien évidemment, ce genre de choses n'est pas du tout médiatisé.
Voilà. Mais aussi sur les frappes de raffinerie, bah, on peut remarquer que les Russes ne mettent pas de système antiaérien dans chaque raffinerie, car tout simplement les Russes n'en ont pas les moyens. La priorité va au front, bien évidemment, et cela montre quand même une faiblesse de la Russie. D'avoir des raffineries aussi vulnérables, c'est quand même une faiblesse de facto de la Russie, et ne pouvant pas mettre de système antiaérien dans chaque raffinerie, je pense que c'est pour ça Poutine a fait cet avertissement envers Kiev afin que ces raffineries soient plus ou moins épargnées. Bon, ça c'est n'est que mon avis, nous verrons bien. Alors là, je vais parler de toute autre chose, mais qui a quand même rapport avec la Russie et la guerre. Vous voyez là ce que je vous montre là, c'est le futur gazoduc Power of Siberia 2, c'est-à-dire puissance de Sibérie 2. Là, vous voyez le tracé hein, qui passe par Novosibirsk et Ulan-Bator et enfin la Chine ici. Alors là, c'est la péninsule de Yamal, hein, évidemment, c'est à Yamal qu'il y a énormément de gaz. Donc là, c'est un gazoduc qui va être construit de 7000 km de long et 60 milliards de mètres cubes de gaz vont aller en Chine grâce à ce gazoduc russe. Donc pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que ça va considérablement augmenter l'économie russe et la vente de gaz russe. Là, on parle de la Chine. Donc maintenant, on ne sait pas à quel prix, évidemment, mais en tous les cas, là, c'était vraiment important. C'est un projet immense et très très important pour la Russie qui, dans le cadre improbable où la guerre continue en Ukraine, ce qui est très très improbable, mais bon, ça permet à la Russie de transférer les achats qu'elle avait de l'Union européenne vers la Chine. Et évidemment, comme vous le savez, l'Inde est un immense acheteur de gaz russe aussi. Mais en tous les cas, ce projet est une gifle à la face du monde occidental bien sûr, en particulier de l'Union européenne, car la Russie montre qu'elle est en train de se tourner avec succès vers d'autres acheteurs, d'autres clients, et que l'Union européenne, même si elle bloque absolument tout, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, je tiens à le rappeler pour l'instant, l'Union européenne achète encore beaucoup de gaz russe et beaucoup de pétrole russe, infiniment moins qu'avant, mais ils en achètent quand même dans l'absolu encore beaucoup. C'est pour ça que Trump n'est pas du tout content et avait sommé l'Union européenne aussi d'acheter du pétrole russe, par exemple. Donc voilà, donc économiquement, c'est important de rappeler ce projet-là qui est en cours et donc qui va aider considérablement la Russie. Encore une fois, dans le cadre où la guerre en Ukraine dure, ça permet d'augmenter les subsides russes, bien évidemment. Bon, allez, maintenant retournons sur le front même. Alors là, sur Kherson, il ne s'est rien passé. Sur Zaporizhzhia, il ne s'est rien passé. Là, sur le front, il n'y a rien eu. Par contre, sur Donetsk, il s'est passé quelques petites choses, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. D'habitude, sur Donetsk, il se passe une myriade de choses. C'est très, très, très calme. C'est la première fois que je vois ça. Cela dit, les Russes ont fait une avancée considérable. Là, sur Dnipro, hein, de Donetsk qui sont passés sur Dnipro, vous voyez là, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc vous pouvez voir qu'il y a une avancée considérable russe. Et selon moi, et ça ne reste que mon avis, voilà les nouvelles flèches stratégiques que je suppose que les Russes vont faire. C'est-à-dire, je pense que les Russes vont passer par le nord de Prassiana, ici. Ils vont passer par le nord, faire un chaudron pour refermer tout ça et enfin piquer sur la ville de Zaporozhye. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Donc il ferait un chaudron en passant par le nord tout en avançant par le sud, car il ne faut pas oublier
que les Russes avancent aussi par le sud vers Zapalojye. Voilà. Alors, Orirov, je l'ai entouré d'un triangle rouge depuis très très longtemps, parce que c'est une zone très fortifiée du front. Évidemment, on ne peut pas battre la fortification de la ville d'Ougledar ou Vuhledar de l'époque. On ne peut pas battre cette forteresse qui était de loin la ville la plus fortifiée de toute l'Ukraine depuis 2014. Bref, donc là, Orerov fortifié, les Russes n'avancent pas sur ce côté-là, mais en tous les cas, il y a de fortes à parier qu'ils s'empareront de Zapalojye et finir de prendre l'oblast en prenant la grande ville de Zapalojye par le nord ainsi que par le sud. Voilà, c'est comme ça que je projette moi la chose. Après, nous verrons bien, peut-être que je me trompe. Sur Paklovsk, il ne s'est toujours rien passé, c'est à se demander que ce que font les Russes. Ça fait 3 semaines là que ça n'a pas bougé ici. Donc je ne sais pas, hein, soit les Ukrainiens se débrouillent bien, soit les Russes ont décidé de prendre des forces ici et d'ordonner aux hommes d'être sur la pure défensive afin que les hommes fassent une priorité sur ce front-là. Puisque là, vous voyez qu'ils avancent beaucoup, peut-être. Ce n'est que mon avis. En tous les cas, je sais juste que les Russes continuent malgré tout de nettoyer Paklovsk, mais très 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 lentement. Et pour l'instant, je n'ai entendu aucun succès russe sur Paklovsk quant à un nettoyage massif, mais tout du moins, c'est ce que je suppose, car selon les rapports russes que je lis, les forces russes, des hommes russes, ont été envoyés un peu partout dans Paklovsk déjà depuis 3 semaines. Alors, je sais pas, font-ils de la reconnaissance, du renseignement, avant vraiment de prendre Paklovsk, ou peut-être se sentent-ils tellement puissants, entre guillemets, qu'ils peuvent se permettre d'envoyer des hommes ici dans le sud, tout en mettant cette petite région en mode pause, sachant qu'ils savent qu'ils auront le contrôle et qu'ils refermeront le chaudron ici. Je ne le sais pas, là on se perd en supputation. Sur Tchassiviar, il ne s'est rien passé. Konstantinivka, il ne s'est rien passé. Ça fait exactement comme Paklovsk. Là, ils ont avancé. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas avancé ici sur Siversk. Et ils ont pris la ville de Fedelovka, ici. Ils ont pris la ville de Fedelovka. Alors, que vont-ils faire vont-ils prendre Siversk par un petit chaudron, comme ça, et comme ça, en tenaille comme ça. Et ils refermeront Siversk, qui est aussi bien protégé. Siversk, c'est à l'image de la petite ville d'Orerov que je vous ai montré plus tôt. Voilà. Alors apparemment, les Russes ont fini de nettoyer l'immense forêt là, qui était remplie d'Ukrainiens, un peu en embuscade. Ça faisait allez, peut-être 1 mois et demi qu'ils étaient en mode nettoyage, et apparemment, ça y est, ils sont sur la fin. Il y a toujours quelques dizaines ou quelques centaines de soldats ukrainiens dans cette forêt, mais apparemment, d'après le ministère de la Défense russe, le nettoyage est en voie de finition. Donc là, j'ai mis la ligne de front ici, puisque apparemment, il y a quasiment plus de soldats ukrainiens, relativement, presque plus, dans cette forêt-là. Donc Krasny Liman, ici, il ne s'est rien passé. Par contre, au nord, oui. Au nord, il y a eu une avancée notable des Russes, mais ils n'ont pas encore réussi à prendre cette ville-ci. Par contre, ils se dirigent vers celle-ci. Donc on peut penser qu'une fois que ces 2 villes seront prises, ils s'appuieront sur la grande route ici pour prendre Krasny Liman. Et quand ils auront fini avec Siversk, évidemment, ils remonteront pour prendre Krasny Liman. Comme ça, Krasny Liman, c'est une grosse proie pour les Russes. Là, une avancée importante. Vous voyez les lignes de la semaine dernière.
Donc là, ils ont pris d'un coup 2 villes. Bon, inutile de vous dire que celle-là ne durera pas longtemps puisqu'elle va être prise dans un chaudron avec cette ville-ci, bien évidemment. Donc il y a fort à parier que les 2 prochaines villes seront celle-ci et celle-ci, bien sûr. Donc là, avancée notable des Russes et comme vous pouvez voir, hein, ils dépassent largement les oblasts russes. Hein, ils rognent beaucoup sur Dnipropetrovsk et ils rognent beaucoup sur l'oblast de Kharkov. Hein, là, c'est l'oblast de Kharkov ici. Voilà, sinon sur Kupiansk, ben, en fait, je sais, j'ai des rapports comme quoi les Russes sont déjà dans Kupiansk depuis un moment déjà. Kupiansk est en train de se faire prendre. Pleuville, ça fait plusieurs fois que je vous dis que les villes ici sont, il y a des troupes russes à l'intérieur, mais je sais pas ce qu'ils font là, ça, je sais pas. J'avoue, je ne sais pas parce que ça fait un moment que c'est le cas et donc là, j'ai aucune matière à changer les lignes de front. Donc là, les Russes, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils consolident au maximum, je ne sais pas, pour ensuite prendre toute la région d'un coup. J'avoue, je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être consolide-t-il à mort qu'il y a une grosse armée qui est en train de se monter pour prendre tout d'un coup Veliki Boro, qui est l'endroit le plus important logistiquement de tout l'oblast de Kharkov, sans compter la grande ville, bien évidemment. Mais je ne sais pas, là c'est pareil, on se perd en conjecture. Je rappelle que là c'est l'oblast de Lugansk ici. Là on est dans l'oblast de Kharkov. Hein. Donc vous voyez que Kharkov a été bien entamé par les Russes. Il y a tout ça, il y a ce petit front, il y a celui-ci, il y a ce front-là qui n'a pas du tout bougé. Donc, et sur Soumy, il ne s'est rien passé, les lignes n'ont absolument pas bougé nulle part. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire au 8 septembre 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, d'autant que je suis très invisibilisé sur le canal YouTube. J'ai besoin de vous, je compte sur vous pour partager mes vidéos, si vous appréciez mon travail bien sûr. Merci à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.